Le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Il est 18h39. Pas un acte ne doit rester impuni. Pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours au 38e dîner du CRIF hier soir, en promettant de faire preuve d'une fermeté exemplaire à chaque acte. Monsieur Attal a également dénoncé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, dont les propos présentent le Hamas comme une organisation résistante et du même fait non terroriste. Et ses propos lui font honte, tout simplement. Olivier Faure, le chef du PS, a quant à lui souligné l'antisémitisme de M. Mélenchon, ce dernier faisant tout pour rendre impossible une alliance, selon ses propres mots ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Ce qui nous amène à la question du jour que nous vous posons sur Twitter. La reconstruction de la gauche est-elle possible sans LFI ? Écoutons tout de suite l'extrait Olivier Faure ce matin sur Sud Radio. Jean-Luc Mélenchon qui malheureusement se complaît dans une forme de conflictualité permanente qui nuit à la gauche parce qu'elle lui impose un plafond de verre qui descend chaque jour plus bas. À chaque étape, Jean-Luc Mélenchon n'a pas cherché à trouver ce qu'était la parole commune, mais a cherché à emmener la gauche sur des positions les plus radicales. Eh bien, la réponse pour nous, c'est non. Je vois que la pente qu'ils ont suivie est une pente qui cherche à creuser à chaque étape les écarts entre les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de travailler avec des gens qui cherchent à creuser l'écart. Là, au contraire, il fallait chercher les points communs. Parlons vrai, les auditeurs de Sud Radio. Vous réagissez au 0826 300 300 et sur le compte X de Sud Radio. Parlons vrai, la gauche française qui a vu son électorat s'effilocher depuis la fin du quinquennat de François Hollande. Alors, est-ce inéluctable pour vous ? Et oui, Olivier Faure annonce une coalition post-européenne sans LFI de Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, la gauche peut-elle renaître de ses cendres et accéder de nouveau au pouvoir ? Nous avons un expert. Oui, Luc Rouban, qui est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour. Bonsoir, oui. Bonsoir, bienvenue. C'est vrai, 18h41, c'est le soir. Bon, le principe, cher Luc Rouban, vous écoutez nos trois vraies voix, ont un petit commentaire et vous devisez par la suite Philippe Bilger. Alors, c'est une question pertinente, mais qui imposerait peut-être d'avoir plus de temps. Mais au fond, à la fois, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire, bien sûr, que ce serait bien d'avoir une gauche sans Jean-Luc Mélenchon, mais à peine et je dis cela que je comprends que sans lui et sans ce qu'il représente, il y a non seulement du talent qui disparaît, mais une forme de structuration qui risque de s'effacer. Alors, j'allais dire, au fond, une synthèse que je crois moi-même inconcevable, en réalité, ça aurait été d'avoir une gauche qui aurait réussi à persuader Jean-Luc Mélenchon et ceux de ses soutiens qui lui demeurent fidèles, il y en a de brillants dans le lot, que en réalité, il doit lui-même changer de stratégie pour que la gauche qu'il apprécie demeure et que LFI ne disparaisse pas dans les limbes de la vie politique. Mais tout cela, j'ai conscience que c'est assez naïf de ma part. Je trouverais dommage que Jean-Luc Mélenchon, aussi délirant qu'il soit par moments, privât la vie politique de la gauche et de l'extrême gauche de ce qu'il est. Grosso modo, Françoise Degois, sans Jean-Luc Mélenchon, peu de visibilité, c'est ça, non ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une vraie question que vous posez, parce que c'est en gros, est-ce que la gauche peut exister sans LFI ? La réponse, évidemment, est oui. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a brisé tout seul son propre destin le 7 octobre. Il avait qu'une seule chose à faire après la présidentielle, c'était d'élargir encore plus pour essayer d'attraper ces 400 000 voix qui lui manquaient pour la prochaine fois. Il a choisi absolument l'inverse, l'insulte, et puis après la stratégie électorale. Donc il s'est détruit tout seul. Moi, je crois qu'il y a beaucoup... Et quand vous regardez ce qui est en train de se passer, il y a énormément de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, plutôt sociodémocrate, rose vif, genre moi, qui aimaient le social et qui ne voteront plus jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a 30 ou 40% des électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon qui ne seront plus jamais là. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut sur le talent. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon a un talent infini, mais ce qui se passe depuis le 7 octobre le disqualifie. Et je pense que Olivier Faure a raison. Je pense que d'autres personnalités vont émerger. Je pense à Ruffin, Glucksmann, probablement dans ces élections, mais lui n'a pas d'ambition présidentielle. Donc oui, je crois que c'est pas le problème de LFI, c'est la figure de Mélenchon qui tout seul s'est transformé tout seul comme un des diables de la République.
Abdoulaye Kanté. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est carrément dans le titre de le fait que cette gauche est irréconciliable? C'est la réalité, parce que effectivement, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement est un très bon orateur, quelqu'un de très intelligent, qui malheureusement, j'ai envie de dire, mais il a perdu en fait en sens républicain par rapport à ses postures, notamment sur la police, donc sur d'autres, avec ses diatribes, et aussi, pour moi, je pense que ça a posé problème. Et effectivement, quelqu'un qui est de très très intelligent au niveau oratoire et qui a peut-être aussi une vision, je pense peut-être pour la France, qui peut-être entendable aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est dans cette gauche qui a perdu en cet individu, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver cette gauche qui était cette gauche sociale, cette gauche qui parlait à ces quartiers populaires, cette gauche qui parlait justement à ces personnes qui étaient dans cette galère, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes-là, qui étaient les fervents défenseurs de cette gauche, sont trahis aujourd'hui, et c'est la réalité. C'est vrai. Oui. Alors Luc Rouban, justement, une question pour vous, parce qu'il y a Olivier Faure qui dit quand même que lui, il ne croit pas que les électeurs et électrices de gauche soient irréconciliables. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a deux problèmes, si vous voulez. D'une part, il y a toujours eu plusieurs gauches, il n'y a jamais eu une seule gauche unie. En fait, au-delà de la question des personnes ou de Jean-Luc Mélenchon en tant que tel, vous avez un problème de cohérence idéologique, parce que vraiment, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, mais LFI dans son ensemble, ont poussé vers la radicalisation à gauche, vers, je dirais, un caractère quasiment insurrectionnel de la gauche contre la Ve République. Ils ont un peu surfé quand même beaucoup sur le mouvement des Gilets jaunes, même si ce mouvement n'était pas de gauche. Donc voilà, vous avez un arrière-fond de mécontentement et de crise démocratique qui leur sert énormément. Mais si vous voulez, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rapports de force ont évolué. Parce que pendant très longtemps, Jean-Luc Mélenchon était en position de force grâce à ses résultats qui étaient quand même assez impressionnants au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Et maintenant, avec les élections européennes, vous voyez arriver Raphaël Glucksmann, qui est très proche maintenant de la liste de Valérie Hayer. On met à peu près à 14%, 15%, Valérie Hayer 16-17%. Donc si vous voulez, là, il y a un retournement de situation, parce que ce qui a changé derrière, c'est la fin du macronisme qui se profile, donc la décomposition de l'électorat macroniste, et donc une récupération par la gauche social-démocrate des anciens électeurs d'Emmanuel Macron. Bon, Luc Rouban, les vraies voix vont réagir parce qu'ils ont plein de questions. Ça réagit aussi au 0826 300 300. On file à Mont-de-Marsan. Ludovic est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith et bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Une réaction, vous y croyez à la reconstruction de la gauche sans LFI? C'est souhaitable? Votre avis? Je pense que déjà je n'ai jamais cru à une union des gauches, comme je ne crois pas à une union des droites. Pour moi, je crois surtout à une union des Français, et la gauche aurait tout à y gagner si elle arrêtait, la gauche dans son ensemble, si elle arrêtait d'agir de façon clientéliste, en parlant aussi de façon wokiste, idéologique, ce que vous voulez. Et elle doit retrouver avant tout un esprit de jaurétien, je sais pas si on peut dire comme ça, issu de Jean Jaurès. Voilà, pour parler aux Français. Là, en effet, Guzman, pour les Européennes, même s'il y aura beaucoup d'abstention, récupère en effet une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, auquel en effet une partie de la gauche ne croit plus, et également une partie qui s'était retournée vers LFI, qui en effet est devenue un parti anti-républicain. Bon, merci pour votre réaction, Ludovic de Mont-de-Marsan. Oui, Françoise Degois. Judith et Frédéric, oui, parce que c'est intéressant ce qu'il dit Ludovic, il dit revenir à Jean Jaurès. Moi, je pense que je suis hyper mitterrandienne, parce que c'est le maître à jouer, et c'est le maître à penser aussi. Mitterrand, il avait cette phrase très simple, il disait « La gauche ne peut pas gagner sans les ouvriers ». Voilà, ça c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est le socialisme? C'est le mouvement social pour la justice sociale avant tout. Mélenchon, bien sûr, le Front National, le Rassemblement. Mélenchon, il a réussi à incarner ça. Vous savez, je le connais depuis 25 ans, Jean-Luc Mélenchon. Quand il peut gagner, Jean-Luc Mélenchon, il rassemble. C'est Jean-Luc Mélenchon 2017 et 2022, parce que notre ami oublie qu'en 2017, il fait un score énorme aussi au premier tour. Mais quand Jean-Luc Mélenchon perd, il a toujours la même attitude quand il sait qu'il peut pas gagner.
gagner, ils clivent et ils conflictualisent. Donc, ça n'est pas un problème d'avoir Mélenchon ramené à son score du front de gauche entre 7 et 8%. La gauche a déjà gagné avec ça. Confère 2012, évidemment, François Hollande. Est-ce que Philippe Bilger, réaction aussi, Luc Rouban, à partir de Emmanuel Macron, voulait le dépassement de la gauche et de la droite. Bon, maintenant, on constate que, évidemment, il a totalement échoué. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon sortait du jeu, est-ce que on retrouverait un paysage à gauche un peu classique avec une social-démocratie telle qu'on l'appréciait, même quand on n'était pas naturellement familier avec elle sur le plan civique? Luc Roubaud, le directeur de recherche CNRF au CEVIPOF. Oui, certainement, parce que si vous voulez, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit, enfin, si vous voulez, les patrons dans une élection sont pas les partis politiques, sont pas les leaders, ce sont les électeurs. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe globalement depuis un certain nombre de mois et d'années? C'est la montée des dangers nouveaux, avec la guerre en Ukraine, avec les transformations climatiques, etc. Donc, vous avez une attente générale dans l'opinion en France, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, pour des partis de gouvernement, c'est-à-dire des gens responsables, sérieux, qui sachent prendre à bras le corps des problèmes et trouver des solutions, je dirais, de compromis. Voilà. Donc, si vous voulez, l'avenir, c'est pas la radicalité. D'ailleurs, le RN l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il s'est recentré. C'est pour ça qu'il marque énormément de points aujourd'hui. C'est parce qu'il est sorti de la radicalité qui marquait son ancêtre, le Front National. Voilà. Et à gauche, c'est la même chose. Si vous voulez, on sait très bien que les postures, etc., c'est bien gentil. Les numéros à l'Assemblée nationale, c'est très intéressant, mais ça débouche sur rien. Et dans le fond, les électeurs qui décident, parce que c'est eux qui décident, eh bien, voient bien que dans le fond, ils attendent en quelque sorte une nouvelle alliance, je dirais, socialiste, écologique, mais pro-européenne, je dirais relativement libérale, c'est-à-dire acceptant l'entreprise privée, qui permettent quand même à l'économie française de tourner et de faire face aux défis actuels, une fois que le macronisme aura disparu. C'est quelqu'un qui rassemble, on va dire, et c'est ce qui est problématique aujourd'hui dans cette gauche où, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'il y a la radicalité et trop de radicalité divise. Et c'est vrai que cette gauche, on va dire, de celle de Glucksmann ou même celle de Ruffin qui, comme a dit Françoise, je pense, se détache un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que tous ceux qui incarnent, on va dire, Jean-Luc Mélenchon et même ceux qui incarnent aussi son idéologie, je pense qu'ils font plus de mal à cette gauche qui a envie de se démarquer de cette radicalité et qui, pour moi, encore, je pense qu'il existe, mais malheureusement, elle est masquée, encore une fois, par le poids de ce ténor qui essaie d'essayer d'appuyer. Et comme l'a dit François, c'est évidemment quand vous perdez, vous essayez de choquer. Et malheureusement, ça marche pas. Alors justement, Olivier Faure, il dénonce aussi le fait que la gauche ne peut pas reprendre les armes de l'extrême droite pour se faire entendre, en parlant de Jean-Luc Mélenchon et de son rapport à l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça vous évoque, chez Bilger ? Ah ben je crois, je ne pense pas que profondément Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Je veux dire, le Jean-Luc Mélenchon, je ne le connaissais pas comme Françoise, bien sûr, qu'on a connu durant des années, qu'on a suivi, n'avait rigoureusement rien à voir avec celui qui s'est dégagé depuis quelque temps pour des raisons purement électoralistes, au point de pactiser avec le diable. Donc, est-ce qu'il parviendra à se décoller cette image si on veut le maintenir au sein d'une gauche de gouvernement? Je ne sais pas. Vous dites pas antisémite, est-ce qu'on peut dire antisioniste alors? Françoise de Jean-Luc Mélenchon, moi je veux pas sonder les corps et les reins, c'est des accusations tellement graves d'ailleurs que Olivier Faure n'a pas porté. Olivier Faure n'a jamais dit quand Jean-Luc Mélenchon était antisémite, ça je tiens quand même à le dire. C'est des accusations très profondément graves. Je pense moi, et peut-être que c'est à Judith que je disais ça ou je sais plus. En tout cas, je pense que au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est la lecture trotskiste de Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de antisémite, antisioniste, Jean-Luc Mélenchon c'est un trotskiste pur et quand dans les moments de crise, il y revient. C'est-à-dire, le trotskisme, c'est quoi? C'est de dire que tout foyer de conflit qui se combat les États-Unis ou les alliés des États-Unis est un foyer qu'on soutient. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Sur la question palestinienne, c'est le cas. Ça a été aussi le cas sur l'Amérique latine. Au-delà, c'est pour ça que je le dis, je pense qu'il sera d'accord avec nous, notre chercheur, ce qui qualifie en ce moment Jean-Luc Mélenchon, c'est l'horreur de l'ambiguïté et de l'antisionisme pur, et notamment plus ses députés d'ailleurs que lui, comme David Guiraud, mais c'est surtout la vision trotskiste qui est totalement obsolète, et la gauche sait que cette vision-là,
elle permet d'être l'homme le plus riche du cimetière, donc du cimetière. Bon, alors revenons à vous, notre expert du soir. Est-ce que vous êtes d'accord sur le trotskisme, notre expert? Voilà, alors attendez, je vais la faire quand même juste Françoise, mais peut-être en rajoutant que Olivier Faure a précisé que Jean-Luc Mélenchon avait attaqué Jérôme Guedj sur son positionnement sur le conflit israélo-palestinien. Voilà, et le ramenant à sa confession juive. Alors, difficilement défendable, ça. Oui, non, mais enfin, si je peux m'exprimer, oui. Non, moi je pense que de toute façon, le vrai problème aujourd'hui, c'est que globalement, bon, les Français sont pas très généralement, on le voit bien dans les enquêtes, ils sont pas antisémites. Hein, ils sont très choqués par tout ce qui se passe en Palestine, le 7 octobre, ce qui se passe aussi dans la bande de Gaza. Donc je pense que il y a une forme je dirais, de compassion assez générale. Bon, mais je pense que vraiment, et là c'est quand même très important pour la vie politique française, si on ramène ces enjeux à la vie politique française, on est en fait il y a une attente de dépassement des petites phrases, parce que les petites phrases, ça n'intéresse personne. Finalement, les règlements de compte entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Guedj, etc. Bon, en fait, ça ne joue absolument pas sur la vie quotidienne des Français. Hein. C'était un peu le grand défaut aussi de Jean-Marie Le Pen avec ses petites phrases antisémites. Bon, et on voit très bien où ça l'a mené. Bon. Ou les petites phrases d'Emmanuel Macron, et on voit très bien aussi... Oui, mais Jean-Marie Le Pen, il est à la base reconnu comme un négationniste, si c'est pas antisémite. Hein. Voilà. Oui, enfin bon, globalement, on peut considérer qu'il avait des interventions antisémites, etc. Oui. Mais tous ces éléments, je dirais, de conflit, de clivage, qui sont pas forcément des clivages partagés en France d'ailleurs, parce qu'il faut pas, voilà, ça communautarise, ça crée des clivages artificiels qui n'existent pas, et on voit bien dans les enquêtes. Parce que dans le fond, vous savez, vous n'êtes pas dans un univers en France de communautés en guerre les unes avec les autres. Hein, faut pas non plus caricaturer. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est, je pense, complètement décalé par rapport aux attentes réelles des Français, qui eux attendent autre chose, si vous voulez, de la vie politique. Alors, faut faire attention, parce qu'à ce petit jeu-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez de l'abstention, vous créez de l'abstention. Les gens vous disent, bah moi, j'ai pas confiance, ou de toute façon, ils parlent pas de nos problèmes. Et il faudrait pas non plus que, dans le fond, la gauche tombe aussi dans ce piège qui consiste, dans le fond, à développer un discours de professionnels de la politique qui ne parle plus aux Français. Bon, donc le problème, il est là. Hein. Donc après, la situation, donc évidemment, elle est un petit peu plus complexe parce que vous avez les élections européennes et Mélenchon a eu le tort de dire que c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Or, actuellement, la liste Aubry, elle est qualifiée, elle est qualifiée, mais enfin à 7%, hein, 6-7%. Donc là, ça risque quand même de faire extrêmement mal. Et je pense que c'est sur ces questions-là que la gauche devrait se concentrer. Allez, chers auditeurs, vous réagissez, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous votez sur Twitter. Nous vous posons la question suivante. Olivier Faure a été reçu chez Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio et on se pose cette question. Reconstruction de la gauche, est-ce possible sans LFI? Vous nous répondez non à 54% et oui à 46%, donc on est quand même assez serré. Ouais, c'est serré ce soir. C'est serré, hein, ouais. Allez, Abdoulaye Kanté. Oui, c'est serré, effectivement. Bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner pour ces élections. Je pense que, alors je vais peut-être contredire François, c'est que cette élection, malheureusement, encore une fois, c'est que je crains le taux d'abstention. Eh ben non, tous les sondages sont en train de nous montrer que le taux de participation va être record. Les gens, voilà, vont être excités par cette élection, etc. Je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez avoir votre voix, votre parole, etc., allez voter le 9 juin. Bon, excité, c'est peut-être un grand mot, mais concerné, nous l'espérons, cher Abdoulaye Kanté. Merci à Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Et merci à nos vraies voix, quand même. Ah oui, c'était top, c'était bien. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un classe à publier à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb. Merci, ma chérie. Et Abdoulaye Kanté, auteur, on a changé de... auteur de Policier, enfant de la République, merci publié beaucoup. chez Fayard. Merci à tous les trois. Merci les chéris. Et moi, rien alors. Allez, dans un instant, les infos. Allez, vous restez avec nous, ça va être les vraies voix de l'emploi aussi. À tout de suite.